La vie reprend son cours normal à Ouagadougou après l'attaque du café-restaurant Aziz Istanbul. Les commerces ont rouvert sur l'avenue Kwame Nkrumah. Visite du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi au Gabon, c'est dans le cadre d'une tournée africaine. Enfin, nous irons dans le sud américain où une milice s'entraîne à prendre les armes. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'information. L'avenue Kwame Nkrumah, principale artère de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a retrouvé son animation. Ceci quelques jours seulement après l'attaque du café-restaurant Aziz Istanbul. Les commerçants ont rouvert leurs boutiques, la peur au ventre. Quelques jours après l'attaque du café-restaurant Aziz Istanbul, l'avenue Kwame Nkrumah, principale artère de la capitale du Burkina Faso, retrouvait son animation ce mercredi. Mais c'est avec la peur au ventre que les commerçants rouvraient leurs boutiques. Vraiment, on est vraiment beaucoup découragés après les attentats. Nous ne savons pas ce que ça va donner. On est ouvert. Vous voyez, il n'y a pas de clients. Ça fait que les gens ont fui. Depuis qu'on est ouvert, personne. Nous avons eu une forte baisse de chiffre d'affaires. Oui. C'est très dur. Très dur. Les gens ne venaient pas. Tout le monde a eu peur et les gens ne venaient pas. Cette fois-ci, nous ne savons pas ce que ça va donner. C'est vraiment triste. Il y a le moral qui est cassé. Et jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui va se passer encore. On a toujours peur. On vient ouvrir parce qu'on doit ouvrir seulement, sinon on a toujours peur. Pour rappel, l'attaque terroriste perpétrée ce dimanche soir au Burkina Faso a fait au moins 18 morts, dont 7 Burkinabés et 8 étrangers, selon le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari. Les dépouilles des victimes seront remises aux familles à partir de ce jeudi. Le djihadiste malien Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi a provoqué pour 2,7 millions d'euros de dégâts en faisant détruire des mausolées de la cité historique de Tombouctou dans le nord du Mali en 2012. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi la Cour pénale internationale. La juridiction internationale a ordonné des réparations pour les victimes. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi. Ce djihadiste malien condamné en septembre à 9 ans de prison pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des mausolées de la cité historique de Tombouctou au Mali devra verser 2,7 millions d'euros de réparation de tout genre. Ainsi en a décidé ce jeudi la Cour pénale internationale qui reconnaît que la destruction des bâtiments protégés dont il est reconnu coupable a causé des préjudices énormes. The chamber first orders La Chambre ordonne des réparations individuelles, collectives et symboliques pour la communauté de Tombouctou, reconnaît que la destruction des bâtiments protégés a causé la souffrance aux personnes à travers le Mali et la communauté internationale et estime Mahdi responsable pour les réparations à 2,7 millions d'euros. Le montant ainsi évalué sera versé au fonds au profit des victimes qui est appelé à présenter avant le 16 février prochain un projet de plan de mise en œuvre des réparations. Par ailleurs, la CPI a ordonné la publication en ligne des excuses d'Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi ainsi que le versement d'1 euro symbolique à l'État malien qui est le mieux représenté par l'UNESCO dans cette affaire pour la souffrance encourue. Dans le cadre d'une tournée africaine, le président égyptien est arrivé mercredi au Gabon. Au cours de sa visite, Abdel Fattah al-Sisi discutera avec les autorités gabonaises de la coopération économique, mais aussi de la lutte antiterroriste.
En visite au Gabon dans le cadre d'une tournée africaine, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rencontré ce mercredi son homologue, le président gabonais Ali Bongo. Après avoir été accueilli par ce dernier qui s'est rendu à 2 reprises en Égypte ces dernières années, Abdel Fattah al-Sisi et sa délégation ont signé des accords dans la capitale Libreville. La coopération économique et la lutte antiterroriste étaient également à l'ordre du jour. L'étape tchadienne du président égyptien ce jeudi devrait davantage porter sur les questions sécuritaires, notamment en Libye, le voisin commun aux deux pays. Il devrait aborder la lutte antiterroriste avec son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Membre de l'Union africaine, l'Égypte doit organiser en décembre au Caire un forum intitulé Business for Africa, Egypt and the World. Je vous invite maintenant à suivre les témoignages d'un groupe de migrants en majorité d'origine soudanaise. Ils racontent leur voyage au bout de l'enfer, ceci à quelques heures de leur arrivée en Italie. I see everything. I see militia, I see different Libyan armies, I see even some... J'ai tout vu. J'ai vu des hommes de la milice des différentes armées libyennes, certains apparemment de Daesh, à Benghazi sur ma route. Mais Daesh nous a laissé partir. Vous savez que nous sommes soudanais. Ils ont demandé quelle était notre religion et ils nous ont demandé de dire des versets du Coran et ils nous ont laissé partir. Quand nous les avons lus, ils nous ont laissés. From Holy Quran, they let us go. When we read it, they let us go. Even my family doesn't know I'm in Libya. Okay? Même ma famille ne sait pas que je suis allé en Libye. Elle ne le sait pas jusqu'à présent. Ma femme pense que je suis en Égypte maintenant. C'est moi qui le lui ai dit. La Libye, comme vous savez, c'est un endroit dangereux. Vous avez toujours peur de quelque chose. Si j'avais dit que j'allais en Libye, elle ne m'aurait pas laissé partir. If I say I'm going to Libya, she will not let me go. That man who pushed us in the sea. Cet homme qui nous a amenés à la mer, il a un groupe autour de lui et toutes les personnes de cette équipe sont armées. Et parfois, si vous ne payez pas l'argent dû, ils vous torturent, ils vous battent. Mais si vous payez cet argent, ils vous amènent en mer et après, ils vous font grimper dans le bateau et ils vous laissent partir tout seul. Direction la République démocratique du Congo. 40 personnes ont été tuées mercredi dans un glissement de terrain qui a englouti un village de pêcheurs en Ituri, dans le nord-est du pays. Le drame est survenu quand des pans d'une montagne se sont affaissés sur un camp de pêcheurs à la suite d'une forte pluie qui a provoqué donc un glissement de terrain sur le bord du lac Albert. D'un drame à un autre au Guatemala, 7 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées et 12 autres blessés dans une fusillade perpétrée mercredi dans un hôpital. Selon la police, des hommes armés ont fait irruption dans cet hôpital pour tenter de libérer un prisonnier qui s'y trouvait pour un rendez-vous médical. Le dénommé Anderson Daniel Cabrera, âgé de 29 ans et qui appartenait à l'un des gangs les plus notoires du pays, avait été emprisonné pour meurtre. L'attaque a été fortement condamnée par le président Jimmy Morales. Et puis le président vénézuélien était mardi en déplacement inopiné à Cuba. Nicolas Maduro est allé se recueillir sur la tombe de Fidel Castro, alors même que son pays est en proie, vous le savez, à une contestation menée par l'opposition. Le président vénézuélien Nicolás Maduro se recueille ainsi sur la tombe de Fidel Castro au cimetière de Santa Ifigenia à Santiago de Cuba, berceau de la révolution castriste située à 960 km à l'est de la Havane. C'est à l'occasion de l'anniversaire posthume du leader Máximo qui aurait eu 91 ans le 13 août dernier. Nicolás Maduro était accompagné pour la circonstance de son épouse, du président cubain Raúl Castro et du ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez. Malgré le vent de contestation mené par l'opposition qui souffle depuis plus de 4 mois dans son pays et la menace de sanctions américaines, le président vénézuélien a effectué cette visite surprise pour rendre hommage à celui qui a toujours été du côté de la révolution bolivarienne
lancé par Hugo Chavez et poursuivi par le gouvernement Maduro. Se défendre et s'armer soi-même sans compter sur les autorités publiques, tel est le mot d'ordre des milices antigouvernementales aux États-Unis, classées extrémistes par le FBI et certaines associations. Ces groupes connaissent aujourd'hui un regain de popularité, en tout cas depuis les années 1990. Armés jusqu'aux dents, Jason et Joseph s'exercent lors d'une fausse intervention. Mais les balles sont bien réelles. Chaque mois, ils sont une vingtaine dans cette milice à s'entraîner en Géorgie, dans le sud des États-Unis. Leur précepte, l'autodéfense et la promotion du droit de porter une arme, avec une méfiance toute particulière pour le gouvernement fédéral. Je suis prêt pour la guerre civile, les conflits civils, une attaque nucléaire de la Corée du Nord, de la Russie, une invasion étrangère, ou même de notre propre gouvernement s'il tournait ses armes contre le peuple pour le désarmer. Au programme du week-end, entraînement physique, simulation de combat, comme dans une vraie armée. Mais il ne s'agit pas de jouer. Les miliciens interviennent régulièrement dans des manifestations avec leurs armes, selon eux, pour assurer la sécurité, en plus de la police. Les milices attirent principalement des Américains blancs de la classe moyenne peu aisée et conservatrice, réticents à la mondialisation. J'apprends des compétences pour lesquelles la plupart des gens paieraient. Et je suis ici en train de m'amuser avec des amis. Je suis avec des gens qui me ressemblent. Personne ne se moque de moi si je veux prier avant le repas. C'est notre culture, la culture américaine. Les miliciens se voient comme des héritiers du temps des colons, mais sont considérés comme des groupes extrémistes par le FBI. Aux États-Unis, les propos haineux ne sont pas interdits par la loi. Et ici, on n'hésite pas à être ouvertement islamophobe. Le chef de cette milice l'affirme, ces recrues sont soigneusement sélectionnées pour éviter tout élément radical. Mais certains groupes ont servi de terreau pour des actes criminels et terroristes par le passé. Cela fait clairement partie de la culture américaine, le fait d'avoir des armes. Mais ils sont une menace, clairement. Si vous avez des groupes civils qui s'arment de manière militaire ou presque, qui créent des structures militaires, qui rassemblent et stockent des armes, des munitions, c'est une menace. En 2016, on dénombrait 165 milices antigouvernementales aux États-Unis, un nombre qui a tendance à augmenter sous les gouvernements démocrates et à baisser quand les républicains sont au pouvoir. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention et aussi de votre fidélité à SICA. Au revoir.